Bonjour, bienvenue dans Mobility TV. Aujourd'hui, on va parler des scooters. J'ai l'affreuse manie de dire scooter et non pas scooter. Il paraît qu'on dit scooter. Les scooters ou les scooters qui envahissent les villes, qui sont toujours là. On avait l'impression que c'était des espèces d'insectes là qui allaient un peu disparaître parce qu'on disait que c'était dangereux, que finalement, avec la conduite... Pas du tout. On a eu des moyens de mobilité divers et variés, des voitures, des vélos, etc. Les scooters, maintenant, sont également partagés et ils connaissent un succès fou. J'accueille Bertrand Fleurose de Cityscoot. Bonjour Bertrand. Maureen Well de Coupe, qui est une filiale de Bosch, on peut le dire. Oui. Voilà. Et Émeric Weyland du Salon Autonomie. Émeric, comment est-ce que vous analysez, vous regardez, justement, vous qui êtes dans la mobilité de demain, quel est le spectre du scooter dans l'avenir ? Bonjour Pierre. Le scooter, on voit que ça se démocratise beaucoup donc dans les pays en Europe et que c'est arrivé en France d'abord avec Cityscoot et avec Coupe. Et c'est un engin qui prend beaucoup moins de place qu'une voiture. Donc par définition, c'est un engin qui peut être démultiplié sur la route. On peut avoir plus d'acteurs sur la route qui sera en scooter. Donc c'est quelque chose qui a quand même le vent en poupe. C'est quelque chose qui va plus vite qu'un vélo aussi. Donc on peut faire plus de trajets. Et sur la dangerosité, on n'a pas vraiment finalement et je parle également à Bertrand Fleurose et à Maureen Well, on a finalement l'impression que ça s'efface, ce côté dangerosité. En fait, la dangerosité des scooters en centre-ville était un petit peu exagérée par rapport à la dangerosité des scooters ou des deux roues en général en France. En centre-ville, en fait, il y a assez peu d'accidentologie. Il y a une grande mortalité des deux roues, hein, ça faut quand même, surtout chez les jeunes. Par rapport au nombre de deux roues, oui, mais en centre-ville, c'est très rare qu'il y ait des blessés graves ou même des personnes décédées. Et nous, notre service, au bout de 2 millions, pratiquement 2 millions de locations aujourd'hui, on a eu 0 blessé grave. C'est vous dire à quel point... Oui, je crois que c'est important de préciser qu'on a Coupe comme Cityscoot, des scooters qui sont des équivalents 50 cc, donc qui sont bridés à 45 km/h. Ouais, enfin bon, ça a un impact sur les accidents. On peut se vautrer lamentablement à 38 km/h également et ça fait très mal. Bien sûr, bon, moins qu'à 80. Oui, bien sûr, évidemment, si on voilà. Alors, non, mais ce que je voulais voir également avec Émeric, c'est que c'est vrai qu'il y a eu Autolib, il y a eu Vélib. Vélib, à Paris, c'est un fiasco parce qu'il y a eu un changement de prestataire et que pour l'instant, on ne s'est pas mis d'accord. On se retrouve quand même dans un entre-deux. Peut-être que dans 3 ou 4 mois, on n'en parlera plus, mais enfin, en l'occurrence, il y a ça. Les Autolib ont été très décriées parce qu'elles étaient très sales. Les gens, finalement, quand ça leur appartient pas, finalement, ils n'en prennent pas soin. Et le scooter, tout ça, ça passe, quoi. On n'en parle pas. Il n'y a pas toutes ces problématiques. On n'a pas retrouvé un scooter, enfin, je parle sous votre contrôle, dans le canal Saint-Martin jusqu'à présent. Non. Pas encore. Ça va peut-être venir. Émeric. La grande différence, c'est que Vélib et Autolib, c'est né d'un appel d'offres du pouvoir public et Cityscoot et Coupe sont des entreprises et des initiatives privées. Donc, et ça explique tout pour vous? Je pense que c'est une part de l'explication. Et l'autre part, dans le sens où ça répond vraiment à un besoin et que le business model de Cityscoot et de Coupe a été fait avant, alors que Vélib et Autolib, c'est plus pour répondre à un besoin et un accompagnement du service public et du transport. Il n'y a pas vraiment un vrai business model derrière Vélib et Autolib, dans le sens où c'est quand même très très subventionné. Bon, moi je pense que ça explique tout. Ouais. Je crois qu'Émeric a tout à fait raison. Mais de manière rationnelle, je veux bien entendre votre argument. Je pense que la rigidité d'un appel d'offres ou d'une DSP publique délégation de service public, est contraire à l'innovation. Vous voyez, quand la ville de Paris signe pour 15 ans et 600 millions avec Vélib 2, il y aura ces mêmes vélos pendant 15 ans probablement. Et finalement, ça y est, c'est le cadre, il est rigidifié pendant toute cette période. Alors pour Autolib, ça a été un peu moindre, mais finalement, ni Autolib ni Vélib 1 n'ont profité de toutes les innovations, alors qu'une entreprise privée qui est agile, qui maîtrise son business model, peut parfaitement s'adapter aux nouvelles mobilités, aux désirata des gens, et je crois que toute la différence est là. L'autre différence aussi, c'est que le business model des services à station est voué à perdre de l'argent. Le coût des infrastructures, le coût de l'emplacement, le coût de l'emplacement de stationnement. C'est-à-dire, on imagine mal une Autolib sans borne, donc...
Non, mais on pourrait très bien imaginer un service sans station et sans borne en free floating. Oui, Draxao, Cartougo. À Berlin, par exemple, donc, qui est la ville où Coop est basée, il y a 5 services de voitures en libre service en free floating, sans borne. Donc bien sûr que c'est envisageable. Après, la configuration de Berlin n'est pas la même qu'à Paris, parce que c'est beaucoup plus facile de trouver une place de parking à Berlin qu'à Paris. À Paris, il y a un vrai problème de stationnement, et Autolib répond à ce problème en ayant des places réservées. Moi, je voudrais juste rebondir sur 2 choses. La première, Vélib, c'est un fiasco, c'est temporaire. Je veux dire, tout le monde... Je l'ai dit que c'était temporaire. Tout le monde tape sur Smooth & Go. J'ai dit qu'on était dans un entre-deux. Voilà, donc Vélib, c'est un succès. Je veux dire, depuis 10 ans, c'est un succès à Paris, ça a changé la mobilité parisienne. Et Autolib, les chiffres qu'on entend sont plus mitigés, mais c'est aussi quelque chose qui est complètement ancré dans le paysage des Parisiens. Donc voilà, on peut pas dire les scooters ça marche, le reste ça marche pas. Je partage tout à fait l'avis de Bertrand et d'Emeric sur le fait que une entreprise privée, elle s'adapte plus facilement, elle est plus rapide. Maintenant, c'est pas parce qu'on est privé qu'il faut pas que les collectivités nous soutiennent. On apporte un service qui va dans le bon sens pour des villes plus fluides, plus propres, plus apaisées. Il faut que les collectivités s'engagent et nous aident à accélérer le changement. Donc c'est pas tout ou rien, public, privé, ils se débrouillent. Voilà, je pense que c'est de nouvelles habitudes, de nouvelles règles à mettre en place avec eux. Alors Coop, c'est nouveau pour nous en France. Comment est-ce que vous avez décidé de passer le pas, de vous installer, de faire concurrence notamment à Cityscoot? Alors, Coop s'est lancé à Berlin au mois d'août 2016 et à Paris au mois d'août 2017, donc c'est plus tout à fait nouveau. Et après une phase de test de 6 mois, avec 600 scooters, on a décidé de tripler quasiment la flotte, puisqu'on va passer à 1700 scooters d'ici le mois de mai. Donc c'est la preuve que le service marche très bien. Bosch a décidé de lancer ce service de scooters électriques en libre service. Et a une volonté de déploiement européen. Donc, la première ville, c'était Berlin. La deuxième, c'est Paris. La troisième, c'est Madrid cet été. Pourquoi Paris en numéro 2 ? Parce que, première raison, parce que c'est une ville qui a de gros problèmes de trafic et de pollution. Malgré le succès de Vélib et d'Autolib. Bah oui, bien sûr. Heureusement qu'ils sont là. Mais aujourd'hui, on a de gros problèmes de trafic et il faut que les gens laissent leur voiture individuelle. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Il y a 49 000 décès par an en France à cause de la pollution. Il faut trouver des solutions. Enfin, c'est pas 49 000. En France, sur votre contrôle, c'est pas que les voitures. C'est aussi les usines, c'est aussi les émissions polluantes en général. Tout à fait. Voilà. Mais une grosse partie est due au transport. Voilà, vaut mieux le préciser. Oui, et donc, du coup, vous arrivez sur ce marché pour une solution nouvelle. On arrive. Bosch lance ce service. Décide de lancer la première ville à Berlin. Parce qu'une boîte comme Bosch, qui est qui est un des plus grands équipementiers mondiaux, de se lancer dans un... Enfin, c'est... Pardonnez-moi, peut-être que c'est pas aussi clair dans votre esprit que pour moi, mais pour moi, c'est quand même un coup de poker. C'est-à-dire qu'on rentre dans un marché inconnu. C'est pas... et je parle sous le contrôle des spécialistes de la mobilité. C'est pas dit que ça sera gagné. C'est pas parce que Bertrand Fleurose vient de faire une levée de fonds de 40 millions d'euros que ça va forcément marcher. Donc, j'aimerais bien savoir quel est l'esprit, en fait, de Bosch. Si c'est un coup de poker, si vous le prenez comme ça, ou si c'est une évidence et vous allez intégrer le marché français avec énormément de succès immédiatement. Alors, je pense pas que Bosch fasse des coups de poker. C'est pas tellement. C'est un peu la réponse que j'attendais. C'est pas l'esprit de la maison. Aujourd'hui, le secteur de la mobilité urbaine, il est en pleine révolution. Et il y a des acteurs très différents qui investissent. Moi, j'ai un petit peu l'impression que c'est la ruée vers l'or aujourd'hui. Tout le monde se dit « service de mobilité, il faut qu'on y aille ». Comment ? Je sais pas. Et donc, il y a des constructeurs automobiles qui y vont, il y a des plateformes de services qui y vont, il y a des équipementiers automobiles qui y vont, il y a des pure players qui y vont. Donc, effectivement, il y a des acteurs très différents. Il y a effusion de gens qui rentrent sur le marché. Bosch a identifié que c'était un secteur porteur, a une volonté de se diversifier dans tout ce qui est Internet of Things, de comprendre les business B2C et d'avoir de plus en plus de compétences dans les services digitaux. Donc c'était assez logique qu'ils se lancent sur ce service-là. Donc, on n'est pas à Paris pour voir ce que ça donne, on est à Paris pour être un service qui fonctionne. Comment est-ce que vous... on dit souvent que la concurrence, ça booste, ça met en confiance, ça permet de... Oui.
on savait qu'on aurait de la concurrence, d'accord. C'était impossible qu'on garde Paris pour nous tout seuls, pour toute la vie. C'est sage comme prédiction. Et je dois dire que, quitte à avoir de la concurrence, autant avoir de la bonne concurrence. Ce que je n'aurais pas aimé, et c'est la raison pour laquelle Coop et nous travaillons sur une sorte de charte ensemble qui va définir un certain niveau de service aux habitants, aux Parisiens. Ce qu'on n'aurait pas aimé, c'est de voir des services qui finalement dégradent l'image du scooter partage, et que finalement ce genre de service soit nivelé par le bas. Donc, je dois vous dire que depuis que Coop est arrivé avec 600 scooters l'année dernière, nous, l'impact a été nul, je pense. Enfin, en tout cas, on l'a pas vu. Peut-être qu'on aurait fait mieux sans Coop, je sais pas. Et je pense que il n'y a pas de la place pour 10 concurrents à Paris, il y a peut-être de la place pour 2 ou 3. Et c'est les 3 qui arriveront en premier, j'imagine. Je crois. Oui, je pense pas forcément. Mobiba qui est arrivé le premier sur les vélos. Je pense que l'arrivée de la concurrence élargit la part. Évangélise ça évangélise énormément. Ça augmente la part du gâteau plutôt que le gâteau il est pas fini. Hein. Nous on a énormément d'utilisateurs qui n'avaient jamais fait de scooter avant dans leur vie, que moi je n'avais même pas compté dans mes chiffres, et qui finalement s'y mettent parce qu'ils voient que ça se démocratise, que ça s'évangélise, et que finalement tout le monde en fait. On pourrait même projeter ça en se disant que si ça se trouve à Paris, c'est pas 5000 scooters qu'il faut, c'est peut-être 20 000 à terme. Je l'avais dit sur ce plateau la dernière fois que j'étais venu, il faut être aveugle pour pas comprendre que les mobilités dans les villes, dans 5 ans, et encore plus dans 10 ans évidemment, elles seront plus du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Et moi je suis persuadé, et je suis sûr que Bosch et Maureen en sont persuadés aussi, que le partage de scooters électriques aura une grosse place là-dedans, en tout cas une beaucoup plus grosse place qu'aujourd'hui. Est-ce que c'est aussi dû au fait que, oui, il y a, j'allais pas dire de l'évangélisation sur le transport en commun, sur abandonner votre voiture, prenez le bus ou prenez le métro, et il y a quand même cette volonté intrinsèque de beaucoup de gens de dire, bah non, moi je veux être tout seul sur mon moyen de transport. Mais je pense que... pourquoi est-ce que ça marche ? Parce qu'on rend service aux gens. Parce que c'est un mode de transport qui est plus rapide, plus efficace, actif, effectivement. Je ne suis pas assis derrière, à l'arrière d'un taxi, je ne suis pas coincé dans le métro, je prends en main ma mobilité. Et parce qu'aussi, ça redonne du plaisir au déplacement. Oui, et puis l'empreinte au sol quand même, attendez, il y a quand même un énorme avantage. L'encouragement, Maureen l'a dit tout à l'heure, il serait bien que les collectivités comprennent que on n'est pas là que pour gagner de l'argent, on rend également service au public et aux collectivités. Il ne faut pas oublier quand même tous les avantages d'un scooter électrique, ça prend 5 fois moins de place qu'une voiture. Ça pollue pas, ça fait pas de bruit. Ouais. On a une population, nous, en tout cas, on a une population qui est assez jeune, qui est entre 30 et 35 ans. Et vous vous rendez compte que 5 personnes sur 5 scooters différents, ça prend donc, alors qu'on est à 1,1 ou 1,08 par voiture. Ouais, l'autosolisme est vraiment le mal du siècle. On a l'impression qu'on parle que de ça depuis des mois. Voilà. Le scooter en partage résout énormément. Non seulement ça prend moins de place, mais en plus ça partage. Donc vous imaginez si vous cubez l'avantage que ça rend aux collectivités. C'est une alternative. Quand vous parliez d'évangélisation tout à l'heure aussi, le Vélib, le gros avantage que ça a eu, c'est que ça a remis les gens au vélo, ça a redémocratisé le vélo. Le scooter en libre service, ça redonne la place au scooter. C'est-à-dire non, on n'a pas que l'autosolisme, on n'a pas le fait d'être tout seul dans sa voiture, on a aussi d'autres alternatives à la voiture et au métro. Et sur l'énergie électrique, et ça sera notre dernier point, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent il n'y aura pas assez d'électricité pour tout le monde ? Alors, il faut quand même savoir que recharger un scooter complètement de 0 à 100%, moi j'ai calculé, ça coûte 6 centimes d'électricité. D'accord. Donc, j'ai aussi calculé que 1000 scooters consomment autant que 250 sèche-linges sur une année. Bon, jamais on va aller dire aux gens... il faudrait qu'il y ait 250 Français qui arrêtent d'utiliser leur sèche-linge parce qu'on a peur de ne pas avoir assez d'électricité. Non, mais on vous dit d'utiliser votre sèche-linge une fois qu'il est plein. Mais il y a aussi beaucoup de particuliers qui vont se mettre à... Oui, mais 250. Non, mais j'ai pas dit 250 000. Non, mais on pousse le curseur dans le délire, donc je vous réponds également ce qu'on entend également. Et puis l'autre chose, c'est que nous, on se fournit évidemment en électricité verte.
ce qui nous paraît quand même assez indispensable. Là-dessus, Maureen, ouais. Pareil. Tout pareil. Et d'ailleurs, vous êtes en vert. Il y a beaucoup plus de particuliers qui, dans l'avenir, vont commencer à produire leur énergie, vont mettre des panneaux solaires, ce qui va aussi ramener encore plus d'énergie dans le réseau. Et après, il ne faut pas confondre le mix énergétique, c'est-à-dire qu'un camion qui fait je ne sais pas combien de tonnes et qui a beaucoup de marchandises, il ne faut pas qu'il roule à l'électrique. Un scooter, c'est tout à fait logique que ça roule à l'électrique, donc il faut bien travailler sur le mix énergétique aussi. Merci beaucoup de nous avoir apporté des lumières sur l'avenir du scooter en zone urbaine, en agglomération. Aymeric Weiland d'Autonomie, Bertrand Fleuros de Cityscoot et Maureen Nouel de Coupe. Merci à vous trois.